Oui, donc je vais vous parler du cas d'élimination des glossines dans les niailles avec un focus particulier sur l'impact sur les politiques publiques. Donc rapidement, je vais revenir sur quelques éléments qui ont déjà été présentés l'année dernière. Donc ça, c'est le chronogramme du projet. Ce que je voulais surtout souligner par rapport à ce projet, c'est qu'il a été initié dès le départ par les acteurs publics. En effet, donc, il y a Baba Sall, donc, le coordinateur du projet par la suite, qui a participé à une formation organisée par l'AIEA, qui est un acteur public aussi au niveau international, et qui a été sensibilisé donc à la vision Area Wide Integrated Pest Management et qui a décidé de mettre en place un projet d'éradication des glossines au Sénégal. Suite à ça, donc, il a demandé l'intervention des équipes de recherche pour former une composante recherche opérationnelle au projet. Et parmi ces équipes de recherche, l'ISRA est également un acteur public avec un mandat donc, public au Sénégal. Et par la suite, d'autres acteurs ont été agrégés. Donc on retrouve ce mélange entre acteurs publics ici, donc effecteurs du projet, qui étaient les services vétérinaires régionaux coordonnés par la Direction générale des services vétérinaires, et les chercheurs qui se sont positionnés en recherche opérationnelle, c'est-à-dire problem solving research, c'est-à-dire que les questions de recherche ne venaient pas de nous, on était là pour appuyer donc, un acteur public qui voulait mettre en place quelque chose de compliqué. Donc ensuite, il y a eu pas mal de partenaires qui se sont agrégés par la suite. L'Union africaine profitant du début de succès du projet pour s'en enorgueillir. Le département d'État américain qui, voyant que ça se passait bien et que les différentes phases étaient respectées, a décidé de financer. Et les éleveurs n'étaient que des acteurs impactés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment intervenu dans la stratégie d'éradication. C'était une stratégie top-down et ils ont seulement subi les résultats du projet, c'est-à-dire qu'on enlevait la maladie et après c'était à eux de faire autre chose. Et donc, je ne vais pas vous parler de tout le chemin d'impact, mais bon, c'est l'outil présenté par Daniel. Je vais essayer de détailler une des petites flèches. Donc, en partant de l'output, donc mise en place d'un modèle de distribution pour identifier les habitats favorables, qui représentent moins de 5% de l'habitat dans cette zone. Et là, petite anecdote intéressante, j'ai essayé de publier ce modèle dans PNAS et ils m'ont dit ça ne nous intéresse pas et vous n'avez pas prouvé qu'il marche, votre modèle. Donc ce qui les a intéressés, ce n'est pas l'output, c'est l'outcome. C'est-à-dire, quand on a expliqué que les habitats favorables ont été injectés dans les GPS des agents vétérinaires et que grâce à ça, ils ont été posés des pièges, qu'ils ont aussi servi à guider les lâchers aériens de mâles stériles et tout, et qu'on a montré que ça marchait, là, ça les a intéressés. Donc c'est intéressant parce que c'est l'outcome qui a été d'intérêt pour cette grande revue, quoi. Et donc ça a bien marché, c'est-à-dire que dans le bloc 1, on a éradiqué depuis 2012, dans le bloc 2, c'est pratiquement éradiqué, dans le bloc 3, on a commencé les lâchers le mois dernier. Et donc l'impact intermédiaire a été identifié comme l'éradication des tsetse et des trypanosomoses, mais c'était un peu une fin scientifique, mais pas vraiment un impact encore réel. Et l'impact, c'était que cette éradication des glossines permettait aux éleveurs d'adopter des races plus productives et de laisser tomber donc, les races trypanotolérantes. Et ça, donc, grâce à la deuxième enquête mise en place dans le cadre du projet IMPRESS, on a vu que dans le bloc 1, on avait déjà éradiqué depuis 2012, on avait déjà une diminution significative du pourcentage de bovins trypanotolérants dans les troupeaux. Donc on a fait des modèles qui tiennent compte donc, de la vitesse à laquelle les choses ont évolué entre les deux enquêtes, et qui prévoit que dans un horizon de 20 à 40 ans, les races trypanotolérantes vont complètement disparaître au profit d'autres races, donc plus productives en viande ou en lait. Et ça a aussi un impact sur la compétition entre éleveurs et agriculteurs, donc un impact 2, puisqu'en fait, les agriculteurs, en intensifiant, donc, changent complètement de stratégie d'élevage. Et dans le cas des niailles, comme il y a plein d'autres pressions, notamment une grosse compétition foncière, ils vont avoir tendance à réduire la taille de leur exploitation et à passer en système intensifié où ils achètent des aliments donc, concentrés au niveau des entreprises donc, agroalimentaires. Au niveau des éclairages par rapport aux politiques publiques, je pense qu'un élément qui était très important pour avoir un impact sur les politiques publiques, c'est que c'est eux qui ont décidé du projet et qui nous ont appelés. Et donc, à partir du moment où on répond à une demande, c'est pas comme quand on essaye d'influencer un acteur public en tant que chercheur. Et du coup, en fait, au niveau de la stratégie de lutte, ça n'a pas été une conception avec les éleveurs, mais ça a été une co-conception quand même avec l'acteur public et donc l'acteur de la lutte.
Et du coup, on a eu des grosses discussions parce qu'il y a plusieurs modèles d'innovation, le transfert simplement d'innovation ou la co-conception des innovations. Et moi, j'étais pas d'accord pour considérer mon cas comme un transfert, puisque j'ai estimé qu'avec l'acteur public, on a passé notre vie à co-construire. Donc c'est intéressant parce qu'on a eu des débats très, très riches autour de ça. Et il faut souligner l'importance quand même du rôle du coordinateur du projet, donc une personne, parce que c'est quelqu'un qui a joué le rôle d'entrepreneur politique, c'est-à-dire qu'en permanence, il a mis en agenda la recherche en posant des questions aux chercheurs, et ensuite il a appliqué les méthodes mises au point. Et maintenant, je suis en Éthiopie, par exemple, pour faire exactement la même chose, mais on n'a pas de personne qui joue ce rôle-là, et c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, suite à ça, comme on a constaté un début de succès dans les Niayes, il a été décidé d'étendre le projet au sud du Sénégal, dans la zone Siné Saloum, avec une partie en Gambie. Et on a aussi essayé de transférer ce qui a été fait donc, au niveau du Sénégal à l'Éthiopie, avec notamment la mise en place d'un système de management adaptatif. Alors, autre effet spillover, en fait, enfin scaling up. C'est entre scaling up, scaling out et effet spillover, c'est un peu difficile. On a eu une promotion et une exportation de la méthode TIS, parce qu'en fait, il faut savoir que depuis les années 94, il n'y a plus eu de succès en TIS sur les Tsetse, c'était Zanzibar. Et donc là, s'il n'y avait pas eu un autre succès, l'AIEA aurait dû arrêter la recherche sur TIS Tsetse. Et en fait, comme la TIS moustique n'est pas prête, il faut encore au moins 5 ans, eh bien, il y aurait eu un gros trou et ça aurait eu un impact assez important sur la force respective des différentes techniques de lutte proposées. Technique de l'insecte stérile. Et l'AIEA, il ne faut pas oublier qu'ils font tout ça pour faire la promotion du nucléaire. Et je vais le montrer tout de suite, parce qu'en fait, ils ont organisé la communication internationale et l'Union africaine en a profité donc, pour promouvoir le programme panafricain d'éradication qui a aussi besoin de succès pour être financé. Et l'exemple, donc, c'est que tous les organismes internationaux, AIEA, FAO, ont fait des communiqués de presse, plusieurs communiqués de presse pendant le projet, et ça a été repris très largement par la presse. Mais en plus, l'AIEA a été porteur d'une réponse à un appel d'offres à l'Université Milano. C'est l'AIEA qui a fait un dossier pour obtenir ce prix, parce qu'ils en avaient besoin pour justifier de continuer à travailler dans ce domaine. Donc là, c'est encore une fois l'acteur public international qui nous a demandé donc, de l'aider à préparer la réponse, mais c'est eux qui ont répondu et qui ont donc gagné le prix. Au niveau des spillovers, où là où on va beaucoup plus loin, c'est qu'en fait, en partant de la TIS Tsetse, on est allé sur la TIS moustique, et avec ce que je vous ai présenté hier par rapport au projet ERC, donc on a sorti une nouvelle méthode de lutte dérivée de la TIS. Et en fait, cette méthode fait que, par exemple, moi j'ai été appelé par le ministère de l'Environnement en France pour une expertise, et que je contribue à définir les politiques publiques de la France par rapport à la lutte antivectorielle. Et donc c'est un effet distant, le rôle direct du projet est de moins en moins important, mais c'est un effet important. Et avec l'obtention du grand projet CIRAD, où on va impliquer donc, plein d'autres vecteurs, y compris donc, mouches des fruits, papillons, etc., et l'appliquer dans plein d'autres territoires, à mon avis, l'effet spillover de ce projet n'est pas encore terminé, et ça va être intéressant de le suivre dans les années à venir. Donc en conclusion, la méthode Impress m'a permis et nous a permis dans notre équipe de bien décoder et de décrire les liens de causalité. Et c'est très important pour justifier les analyses quantitatives. Et donc, on a estimé qu'il fallait aller un peu plus loin. On n'a pas eu trop le temps en fait dans le cadre du chantier. Il faut faire de la modélisation pour mettre en valeur les liens de causalité mis en évidence, mais par contre, ils vont renforcer énormément les publications qu'on est en train de préparer, puisqu'on peut justifier les modèles grâce aux liens de causalité établis et vérifiés avec les acteurs. En plus, donc, l'amélioration de la culture de l'impact, qui était un objectif affiché au départ, et je me souviens très bien que les intervenants extérieurs qu'on a appelés au départ à la première école chercheur, ils nous ont dit « Bon, allez, arrêtez de déconner, dites-nous la vérité, ça c'est n'importe quoi, c'est bien un truc français, dites-nous à qui vous voulez vendre votre recherche, et on pourra mieux vous aider à l'évaluer, parce qu'en fait, ce sera plus facile à vendre. » Et bien finalement, ils ont eu tort, je dois le reconnaître, alors qu'au début, j'étais plus ou moins convaincu par leurs arguments, parce que finalement, maintenant, moi, j'ai appris à décrire un chemin de l'impact, et rien que ça, quand je parle à un financeur, eh bien, j'ai beaucoup plus de chances de vendre un projet. Et par exemple, je suis retourné au Sénégal en mission cette année, alors que j'étais allé voir la FAO il y a à peu près 2 ans. J'ai revu la même personne. Je n'avais pas réussi à ce qu'il finance la suite du projet,
Quand je lui ai montré le chemin d'impact, et en particulier ces impacts 1 et 2, ils ont dit « Ok, on finance, on va contribuer à ce que la filière augmente l'impact du projet en aidant les éleveurs à s'organiser, donc en améliorant la fourniture des intrants, notamment l'insémination artificielle, la filière de vente, etc. » Et donc la FAO a décidé de financer. Je vous remercie.